Euh, et en fait, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc le Portugal et l'Espagne, il ne faut pas oublier l'Espagne, euh, étaient les seuls régimes dictatoriaux fascistes en Europe, parce que les Alliés ont déposé tous les autres qui existaient un peu partout en Europe, bien sûr en Allemagne, en Italie, mais aussi en France, et en Ukraine, et en Croatie, et en Bulgarie, et en Roumanie, et aux Pays-Bas, et en Danemark. Tous les régimes fascistes ont été déposés, sauf en Espagne avec Franco et au Portugal de Salazar, parce que les Alliés ont considéré que c'était mieux pour cette nouvelle ordre international de confrontation avec l'Union soviétique de maintenir les régimes fascistes au Portugal et en Espagne. Mais bien sûr que même nos alliés, notamment les États-Unis, comprenaient que le régime de Portugal salazariste n'était pas fréquentable. Et donc, au début, surtout avec les présidents Truman et Eisenhower, il n'y avait aucune critique au Portugal, ni aux colonies portugaises, mais à partir du moment où les guerres ont commencé, et surtout à partir du moment où le président Kennedy a été élu aux États-Unis, la position américaine va changer et ils vont commencer à établir des relations, notamment et surtout au début avec la FNLA de Holden Robert, dont le professeur Cahen a aussi parlé. Et ça va changer complètement aussi la perception internationale du Portugal et le soutien international au régime portugais. Et donc, à partir de ce moment-là, la situation va se dégrader, notamment pour les militaires portugais. Et vous avez aussi évoqué une question très importante, que c'est le fait qu'une partie importante, sinon presque la totalité des dirigeants des mouvements qui se battaient pour l'indépendance des colonies ont été formés au Portugal, dans les universités portugaises. Ils habitaient tous ensemble dans les maisons des étudiants de l'Empire. Et ils ont créé entre Angolais, Guinée-Bissau, Bissau-Guinéens, Mozambicains, un sentiment de partage d'une lutte en commun contre le colonialisme portugais, qui était aussi une lutte partagée par beaucoup de Portugais, notamment dans les universités, et on peut se rappeler aussi des crises universitaires qui ont bouleversé le régime au Portugal, parce qu'une bonne partie des Portugais, et notamment tous ceux qui s'opposaient au régime, ont commencé progressivement à défendre l'indépendance des colonies. Et c'est pour cette raison que finalement, quand le 25 avril va arriver, on voit que dans le programme du mouvement des forces armées, donc les militaires qui ont finalement réussi à déposer le régime, parce que les militaires l'avaient déjà essayé dans le passé sans succès, mais finalement en 1974, ils vont déposer le régime. Et là, le choix était clair. Ce n'était pas évident, parce que par exemple, en 1910, lors de l'implantation de la République, la position de l'Empire portugais n'avait jamais été mise en cause. Mais là, avec le 25 avril, les militaires, immédiatement, ils ont annoncé au peuple portugais leur programme qui consistait en 3D. Développement, démocratisation et décolonisation. Et même si le président qui a assumé le pouvoir, donc de la présidence de la junte militaire qui a pris le pouvoir, qui était un général qui était le commandant de la région militaire de Guinée-Bissau, donc qui a vécu les périodes de guerre les plus sévères, il était contre l'indépendance et il proposait plutôt un modèle à la française de constitution d'une communauté d'États sous la direction du Portugal. Mais les militaires qui ont fait la révolution lui ont dit non. C'est un compromis qu'on a avec le peuple portugais, mais aussi avec le mouvement de libération
de nos anciennes colonies, ou de nos colonies à l'époque, aux provinces d'outre-mer. Et donc, ils ont immédiatement annoncé les 3D, dont la décolonisation. Et le nom de cette conférence fait appel à la loi 7 de 1974, qui a été approuvée en juillet 1974, parce que, et ça démontre bien la priorité qui a été donnée à la question des colonies, à la décolonisation et à l'indépendance des anciennes colonies. Comme je vous ai dit au début, on a eu un régime dictatorial pendant 48 ans. Donc construire un régime de 48 ans, ça prend du temps, et c'est un énorme effort aussi du point de vue politique et administratif. Donc, que la loi qui prévoit l'indépendance des colonies soit la numéro 7 qui a été approuvée, démontre bien de la priorité qui a été donnée à l'indépendance et au début des négociations avec les forces qui se battaient pour l'indépendance des colonies. Mais finalement, les indépendances et notamment les négociations n'étaient pas si faciles que ça. Effectivement, merci de la question. La loi 7 1974 du 26 juillet, promulguée avec bien des réticences par le général Antonio de Spinola, est une loi très très petite. Il n'y a que 3 articles, dont le 2e article dit que l'acceptation du principe de l'autodétermination va jusque, y compris, à la reconnaissance du droit à l'indépendance. Bon, donc c'est une loi extrêmement importante. Elle ouvre des possibles, mais elle ne règle rien, parce qu'elle ne dit pas comment. Et c'est pour ça, en juillet 1974, quand cette loi est promulguée, la guerre continue encore. Hein. Au Mozambique, au contraire, le Frelimo profite du fait qu'aucun soldat ne veut être le dernier à mourir. Et donc l'armée portugaise ne combat plus du tout, des garnisons se livrent, fraternisent avec les guérilleros de plus en plus, et c'est une offensive générale du Frelimo. En Angola, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est différent parce que les 3 mouvements étaient en train de passer plus de temps à se faire la guerre entre eux, et en Guinée, que maintenant je peux appeler Guinée-Bissau, n'oublions pas que malgré l'assassinat d'Amilcar Cabral par un complexe de mécontents internes et d'infiltration de la police politique portugaise Lapide, donc est assassiné, si je me rappelle bien, en janvier 1973, et dès septembre 1973, la Guinée-Bissau déclare, fait l'autodéclaration d'indépendance. Vous me direz, ça ne changera pas grand-chose, mais ça a changé pas mal de choses sur le plan juridique. Parce que ce n'était plus des guérilleros, des terroristes, comme disait le Portugal, qui attaquaient une province portugaise. C'était le Portugal qui envahissait un pays étranger. Et immédiatement l'ONU le reconnaît, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine le reconnaît, et 12 pays africains, et pas seulement des pays du bloc stalinien, 12 pays, y compris les pays scandinaves. Donc c'est assez important. Excusez-moi, je me suis perdu un petit peu. La question c'était... Donc le processus négocial... Ah oui. Alors, donc, la loi 7/74 reconnaît l'autodétermination et reconnaît, y compris, le droit à l'indépendance. Mais comment? Les secteurs les plus droitiers du mouvement des forces armées, même il faut signaler que Antonio de Spinola n'a jamais fait partie du mouvement des forces armées. C'est les capitaines qui sont allés le chercher parce qu'ils avaient besoin d'un général pour le mettre en tête de l'État. Les secteurs les plus droitiers disaient « Ah ben il faut faire un référendum ». Mais déjà, ils ne précisaient pas quel type de référendum il faut faire. Parce qu'il y a 2 types de référendums possibles. Soit on va voter pour savoir si on accepte l'autodétermination, ou soit l'autodétermination étant déjà acceptée, on va savoir si on veut l'indépendance. Bon. Dans tous les cas, ça a été mélangé par la conjoncture politique, et Samora Machel, qui était à cette époque-là le 2e président du Front de libération du Mozambique, quand Eduardo Mondlane a été assassiné lui aussi en janvier 1969 par des infiltrations de la police politique portugaise au sein du Frelimo, Samora Machel disait on ne demande pas à un esclave s'il veut être libre. Et donc, il y avait énormément de motifs pour refuser les référendums. Cependant, il y a eu un grand problème.
c'est que du fait que, effectivement, il était parfaitement légitime et digne pour les Africains de refuser le référendum, oui ou non à l'indépendance, on a considéré que ça signifie aussi qu'il n'y aurait jamais d'élection, qu'il n'y aurait pas d'élection. C'est-à-dire qu'en fait, les indépendances ont été négociées, et le Portugal n'avait pas beaucoup de force pour négocier, parce que les soldats voulaient rentrer chez eux, l'armée ne se battait plus, etc. Les mouvements de libération africains ne voyaient l'indépendance que comme la remise de 100% du pouvoir uniquement pour eux, et sans élection. Pourquoi c'est si important cette question des élections? Par exemple, imaginons qu'il y ait eu des élections au Mozambique. Le Frélimo sortait de 10 ans de guerre, de libération, avec une énorme légitimité, la légitimité des armes. Il n'y avait pas moyen de faire autrement face à un régime fasciste. Et donc s'il y avait eu des élections, mais bien qu'il n'était pas implanté également dans toutes les régions du pays, mais il avait cette énorme légitimité. Quand il entrait dans des villes où il n'avait jamais été avant, la foule, il y avait des foules pour l'acclamer, il aurait eu au moins 80% des voix. Mais ça aurait empêché un régime de parti unique. Il y aurait quand même eu une petite minorité au Parlement, on n'aurait pas pu fusionner le parti et l'État. Or, c'est précisément ce que voulaient les mouvements de libération. Tous ces mouvements de libération, tous, sont animés par un esprit de parti unique. Et à l'époque, ce n'était pas une question de marxisme-léninisme ou pas de marxisme-léninisme. Mobutu Sese Seko au Zaïre, c'était le parti unique. Senghor, même, c'était le parti unique. Pas immédiatement, mais il l'a fait ensuite. L'ONU a approuvé les partis uniques. Et au même moment où les intellectuels occidentaux faisaient des manifestations contre les dictatures en Amérique latine, on approuvait les partis uniques en Afrique parce que c'était soi-disant absolument nécessaire pour la construction de la nation.